L'Alaska, un état de beauté sauvage et reculé, est un lieu où la nature et les cultures indigènes se rencontrent dans un équilibre unique. Avec sa vaste étendue de montagnes, de glaciers et de toundra, l'Alaska abrite une riche biodiversité préservée par les peuples autochtones depuis des milliers d'années. Ces groupes ont développé des modes de vie adaptés à l'un des environnements les plus extrêmes de la planète, où la chasse, la pêche et la cueillette sont essentielles à la survie. Mais ce territoire n'est pas seulement connu pour sa nature imposante. Elle est également confrontée à des défis importants en raison du changement climatique qui met en danger son écosystème fragile. Comment les habitants de l'Alaska ont-ils réussi à s'adapter à cet environnement difficile? Bienvenue à Mundar, c'est parti! La fin du monde, le début de tout. L'Alaska est le plus grand État des États-Unis, avec une superficie de plus de 723 000 km², soit plus de 2 fois la taille du Texas. Situé à l'extrême nord-ouest du continent, l'Alaska est séparé du reste des États-Unis par le Canada et bordé au nord par l'océan Arctique, au sud par le golfe d'Alaska et l'océan Pacifique, et à l'ouest par le détroit de Bering, qui la sépare de la Russie par seulement 85 km. Cette proximité avec l'Asie a joué un rôle fondamental dans son histoire, car on pense que les premiers humains sont arrivés en Amérique par ce pont terrestre lorsque le niveau de la mer était plus bas. La colonisation humaine en Alaska remonte à plus de 10 000 ans, lorsque des groupes autochtones tels que les Tlingit, les Haida, les Yupik et les Inupiat ont commencé à habiter les diverses régions du territoire, s'adaptant à ses climats et à ses écosystèmes. Ces peuples ont développé un mode de vie basé sur la mobilité saisonnière, la chasse, la pêche et la cueillette, tirant parti des ressources naturelles en fonction des caractéristiques locales. La présence européenne en Alaska a commencé au XVIIIe siècle avec l'expédition de Vitus Bering en 1741, qui a navigué de la Sibérie jusqu'aux côtes sud de l'Alaska. Les Russes ont commencé à établir des postes de chasse, en se concentrant sur l'obtention de fourrures de loutres de mer. En 1867, l'Empire russe vendit l'Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars, une transaction qui n'impliquait pas les populations autochtones et qui fut initialement controversée. Cependant, au fil du temps, sa valeur stratégique a été reconnue. Au cours du XXe siècle, l'exploitation des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et la pêche a consolidé l'intérêt des États-Unis pour l'Alaska, stimulant l'urbanisation, en particulier à Anchorage et à Fairbanks. En 1959, l'Alaska est devenu le 49e État de l'Union et a commencé à former son propre système de gouvernement. La découverte d'importantes réserves de pétrole dans la baie de Prudhoe en 1968 et la construction du pipeline Trans-Alaska ont radicalement changé son économie. Le relief de l'Alaska est diversifié, avec des chaînes de montagnes, des plateaux et des côtes qui incluent le mont Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord à 646 mètres d'altitude. Le fleuve Yukon, qui coule sur plus de 3000 km du Canada jusqu'à la mer de Bering, est le plus important sur le plan hydrologique. Avec un littoral de plus de 54 000 km, l'Alaska possède le littoral le plus long de tous les États américains. Aujourd'hui, la population de l'Alaska est inférieure à 1 million d'habitants, concentrée principalement dans la région sud, avec Anchorage comme principal centre urbain. L'accès aux régions les plus reculées de l'État se fait principalement par voie aérienne ou maritime, en raison du manque d'infrastructures terrestres. Le pays de la glace vivante, l'Alaska possède l'une des plus grandes concentrations de glace de l'hémisphère occidental, en dehors du Groenland. Environ 5% de son territoire est recouvert de glaciers, soit environ 86 000 km². Ces glaciers sont un élément distinctif du paysage de l'Alaska, répartis dans plusieurs régions de l'État. Les glaciers d'Alaska se forment dans des zones de haute altitude ou de haute latitude,
où les températures annuelles permettent à l'accumulation de neige de dépasser le taux de fonte. Au fil du temps, les couches de neige se compactent et se recristallisent, créant des masses denses de glace qui se déplacent lentement sous l'action de la gravité. Ce mouvement peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres par jour, selon la pente, la température et le volume du glacier. Il existe plus de 100 000 glaciers recensés en Alaska, même si seule une fraction d'entre eux portent un nom. Ils sont classés en glaciers de vallée, de cirque, de piémont et de marais. Les glaciers de vallée et de marais sont les plus connus et les plus accessibles, s'étendant des zones montagneuses aux plans d'eau ou aux basses terres. Un glacier remarquable est le glacier Bering, situé dans la région sud de l'Alaska. Avec plus de 190 km de long et 5000 km² de superficie, c'est le plus grand glacier d'Amérique du Nord. Ce glacier coule depuis Wrangell St. Elias jusqu'à son déversoir dans le golfe d'Alaska, connaît des cycles alternés d'avancée et de recul au fil des siècles. Il est devenu un objet clé pour la surveillance du changement climatique. Un autre glacier représentatif est le glacier Columbia, situé dans la région côtière du sud de l'Alaska. Ce glacier de marée se jette directement dans l'océan. Depuis les années 1980, son front a reculé de plus de 20 km, un phénomène connu sous le nom de vélage, qui produit des icebergs flottants et modifie les conditions du fjord. Les glaciers de marée, tels que le Columbia et le Hubbard, interagissent directement avec l'océan, affectant la salinité, la température et la circulation des eaux côtières. De plus, ils représentent une source importante d'eau douce rejetée dans la mer lors de la fonte saisonnière, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Les glaciers ont également profondément influencé la formation du relief de l'Alaska, façonnant des vallées, des bassins et des plaines par des processus d'érosion et de dépôt. Les caractéristiques glaciaires les plus courantes comprennent des vallées en forme de U, des moraines, des fjords, des bassins suspendus et des lacs glaciaires. Les parcs nationaux tels que Glacier Bay et Kenai Fjords doivent leur topographie à l'action érosive des glaciers. Outre leur impact géomorphologique, les glaciers jouent un rôle écologique et climatique important. En réfléchissant une grande partie du rayonnement solaire, ils agissent comme régulateurs thermiques de la région. La fonte de ces glaces alimente les rivières, les zones humides et les aquifères souterrains, soutenant ainsi des écosystèmes qui dépendent d'un flux constant d'eau froide. Certaines espèces de poissons anadromes ont besoin de conditions thermiques spécifiques pour se reproduire. La fonte des glaciers est donc cruciale pour leur survie. Les glaciers de l'Alaska sont accessibles depuis les centres urbains et les parcs protégés, ce qui en fait des sites importants pour l'observation scientifique et l'écotourisme. Cependant, ils présentent des défis en raison de leur surface instable, avec des crevasses cachées, des tunnels de glace et des zones de fonte qui se déplacent rapidement, nécessitant un équipement spécialisé et des précautions de sécurité pour ceux qui souhaitent explorer ces territoires. Les glaciers ne sont pas des structures statiques. Son comportement répond aux variations naturelles de température, de précipitation et de pression interne. Certains, appelés glaciers pulsants, alternent entre des phases d'avancée et de recul rapide sans cause extérieure apparente. Ces phénomènes font l'objet de recherches en géophysique et en climatologie. En Alaska, les glaciers sont bien plus qu'un simple élément visuel ou touristique. Ce sont des structures dynamiques qui ont un impact sur le climat local, façonnent le terrain, régulent les ressources en eau et reflètent les changements environnementaux à long terme. L'observation de leur comportement est essentielle pour comprendre les processus géophysiques qui les affectent au niveau régional et mondial. Phénomènes atmosphériques du Grand Nord. L'Alaska, situé aux latitudes moyennes et élevées de l'hémisphère nord, est exposé à des phénomènes atmosphériques uniques qui ne se produisent pas dans les zones équatoriales ou tempérées. Ces événements dépendent de la position du Soleil par rapport à l'horizon et de l'activité géomagnétique de la Terre. Parmi les phénomènes les plus caractéristiques de la région figurent le soleil de minuit, la nuit polaire et les aurores boréales, qui varient selon la latitude et la période de l'année.
Le soleil de minuit se produit dans les régions situées au nord du cercle polaire arctique, comme à Utqiagvik, anciennement Barrow. Pendant l'été, le soleil ne se couche pas complètement pendant 2 mois. La durée du phénomène varie selon la latitude. Plus on est au nord, plus il y a de jours d'ensoleillement continu. À Utqiagvik, le soleil reste visible de fin mai à fin juillet, sans phase traditionnelle de lever ou de coucher du soleil. Ce phénomène est dû à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Durant l'été boréal, le pôle Nord fait face au soleil, ce qui permet aux régions arctiques de recevoir de la lumière 24 heures sur 24. Bien que l'angle du soleil varie légèrement tout au long de la journée, cela ne suffit pas pour un coucher de soleil complet. En revanche, la nuit polaire se produit en hiver aux mêmes latitudes, lorsque le soleil ne peut pas se lever au-dessus de l'horizon pendant plusieurs jours ou semaines. À Utqiagvik, ce phénomène commence à la mi-novembre et dure jusqu'à la fin janvier. Bien qu'il ne s'agisse pas d'obscurité totale, la lumière directe du soleil est absente et le ciel peut prendre des teintes crépusculaires pendant les heures centrales de la journée. La durée et l'intensité de cette obscurité dépendent de facteurs tels que la nébulosité et la lumière diffusée. Un autre phénomène notable dans le nord de l'Alaska est l'aurore boréale, un phénomène électromagnétique qui ne dépend pas de la position du soleil. L'aurore se produit lorsque des particules chargées du vent solaire interagissent avec les gaz de l'atmosphère terrestre dans l'ionosphère, à des altitudes comprises entre 80 et 500 km. Cette interaction produit des émissions lumineuses qui sont projetées sous forme d'arcs, de rideaux ou de colonnes. Les aurores boréales sont dues à l'excitation des atomes d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère. L'oxygène produit des lumières vertes et rouges, tandis que l'azote génère des tons bleutés ou violets. La forme et le mouvement des aurores dépendent de la force du champ magnétique terrestre et de la densité des particules solaires. Les aurores boréales sont plus visibles dans les régions éloignées de la pollution lumineuse, en particulier au nord du 60e parallèle. Fairbanks, par exemple, est l'une des villes les plus actives pour l'observation des aurores boréales, en raison de son emplacement dans l'ovale auroral, où l'activité est la plus intense. La période de plus grande visibilité s'étend de fin août à avril, coïncidant avec des nuits plus sombres et plus claires. Pour observer efficacement les aurores boréales, des conditions atmosphériques stables, une faible couverture nuageuse et l'absence de lumière artificielle sont nécessaires. De nombreuses zones rurales de l'Alaska sont des points d'intérêt pour la recherche scientifique et le tourisme astronomique. Dans ces zones, certaines installations sont équipées de caméras et de capteurs pour enregistrer l'activité aurorale et étudier sa relation avec les variations du champ magnétique terrestre. Outre leur valeur scientifique, les phénomènes atmosphériques de l'Alaska ont des implications pratiques. Une activité géomagnétique intense peut interférer avec les communications radio, les systèmes de navigation par satellite et les réseaux électriques, en particulier aux latitudes plus élevées. Les agences météorologiques et spatiales surveillent en permanence les conditions du vent solaire et émettent des alertes en cas de tempête géomagnétique à grande échelle. L'étude de ces phénomènes fait partie du travail de routine d'organisation tels que le National Weather Service, les centres de recherche universitaires et les stations de surveillance spatiale. Ces connaissances contribuent à la fois à la compréhension des processus géophysiques régionaux et à la compréhension globale des effets solaires sur le climat de la Terre. Ensemble, le soleil de minuit, la nuit polaire et les aurores boréales sont des phénomènes naturels uniques qui définissent les cycles de lumière et d'obscurité en Alaska. Ces événements dépendent de facteurs astronomiques et électromagnétiques, et leur observation nécessite des conditions géographiques et atmosphériques spécifiques. Peuples autochtones, territoire, langue et spiritualité. Les Tlingit, les Haïdas et les Tsimshians habitent les zones boisées tempérées du sud-est de l'Alaska, où le littoral rocheux et les fjords profonds sont riches en ressources marines. Leur mode de vie traditionnel est basé sur les villages côtiers, ce qui leur permet de pratiquer la pêche, la chasse marine et la cueillette. Les Yupik et les Kupik, quant à eux, vivent dans le sud-ouest,
dans des zones de toundra et de deltas fluviaux. Ici, la mobilité saisonnière leur permet de profiter des cycles migratoires des poissons, des oiseaux et des mammifères marins. Dans l'Arctique du Nord, les Inupiats habitent la plaine côtière de l'océan Arctique, où la chasse aux mammifères marins tels que les phoques, les morses et les baleines est essentielle. Les Aléoutes, ou Unangan, qui occupent les îles aléoutiennes, se concentrent sur la pêche et la navigation en haute mer, compte tenu de leur exposition à l'océan Pacifique et de l'activité volcanique de la région. Les Athabascans habitent l'intérieur de l'Alaska, dans des zones de forêt boréale, de rivières à courant rapide et de vallées glaciaires. Leur système territorial s'organise autour de vastes étendues de forêt, où ils chassent des animaux terrestres comme l'orignal et le caribou, et pêchent dans les rivières et les lacs. Chacun de ces peuples possède son propre système linguistique. Les langues atapascanes, esquimaudes aléoutes et nadéné constituent la carte linguistique de l'Alaska. Beaucoup de ces langues ont des structures grammaticales complexes, avec des formes verbales qui intègrent des informations sur la personne, le temps, l'aspect, la direction et la relation spatiale. La transmission de ces langues a été principalement orale, et leur préservation a été affectée par la scolarisation en anglais et l'urbanisation. La spiritualité des peuples autochtones d'Alaska est profondément liée à leur environnement naturel. Les croyances ne sont pas organisées en système religieux centralisé, mais plutôt en pratiques qui régulent les relations avec les animaux, les esprits du paysage et les ancêtres. La terre, la mer, les glaciers, les montagnes et les animaux sont considérés comme des êtres dotés d'une certaine capacité d'action, dont les actions doivent être interprétées comme des signaux exigeant attention et réciprocité. Dans les cultures Yupik et Inupiat, par exemple, il existe des cérémonies associées au retour des espèces migratrices, comme les baleines et le saumon. Ces cérémonies comprennent des chants, des danses, des offrandes et des règles de comportement qui renforcent le respect des animaux chassés et assurent leur retour au cours des saisons suivantes. La pêche au saumon, en particulier, s'accompagne de rituels de gratitude et d'un engagement éthique envers l'équilibre écologique. Dans de nombreuses communautés, les gens organisent leur vie sociale autour de clans ou de lignées et, dans de nombreux cas, le territoire et les croyances spirituelles sont étroitement liés. Les maisons cérémonielles, les totems, les objets rituels et les sites sacrés ont des significations liées aux histoires d'origine mythique, aux pactes avec les animaux spirituels et aux événements fondateurs du groupe. Ces éléments symboliques structurent la vie collective et ses cycles annuels. La transmission des connaissances spirituelles et territoriales est principalement orale. Les anciens jouent un rôle fondamental en tant que conteurs, guides cérémoniels et autorités dans l'interprétation des signes naturels. Les histoires traditionnelles guident le comportement des membres du groupe dans des contextes tels que la chasse, la pêche et les changements saisonniers. Les cosmologies autochtones n'établissent pas de distinction rigide entre le monde humain et le monde naturel. Le territoire n'est pas perçu comme une ressource à exploiter, mais comme un espace habité par des forces et des présences qu'il faut respecter. Cette vision du monde a été essentielle à la persistance culturelle des peuples autochtones d'Alaska, malgré les processus de colonisation, de déplacement et d'assimilation. Structure sociale et vie intime des peuples du Nord. Les communautés autochtones d'Alaska ont établi des structures sociales fondées sur la coopération, le partage des rôles et le partage des connaissances. Bien que ces structures varient selon les peuples, elles partagent toutes des principes fondamentaux liés à l'organisation sociale et à la préservation de leurs traditions. La base de la vie sociale dans ces communautés est la famille élargie, qui comprend non seulement les parents et leurs enfants, mais aussi les grands-parents, les tantes et les oncles, les cousins et autres proches parents. Ce réseau familial remplit des fonctions productives et éducatives, assurant la transmission des compétences
et la prise en charge des plus jeunes. Dans certaines communautés, comme les Tlingits et les Haïdas, l'appartenance au clan définit la structure sociale. Les clans sont matrilinéaires, ce qui signifie que la descendance est transmise par la lignée maternelle. L'exogamie, qui interdit les mariages au sein d'un même clan, favorise les alliances entre groupes familiaux et prévient l'isolement social. Le mariage est considéré comme une institution collective. Les accords de mariage étaient conclus entre familles, et pas seulement entre individus, ce qui renforçait les liens sociaux et communautaires. Ces unions étaient célébrées par des échanges matériels, des distributions de nourriture et des événements publics qui reconnaissaient l'engagement entre les groupes familiaux. La division du travail dans la communauté s'effectuait en fonction de l'âge, du sexe et des capacités. Les hommes participaient généralement à la chasse, à la pêche ou au transport, tandis que les femmes étaient responsables de la préparation des aliments, de la confection des vêtements et de la garde des enfants. Cependant, cette organisation n'était pas rigide et les rôles pouvaient être ajustés en fonction des besoins du moment. L'éducation des enfants était la responsabilité de toute la famille élargie. Les personnes âgées, en particulier les grands-parents, ont joué un rôle actif dans l'éducation des jeunes enfants, transmettant leurs connaissances par l'observation, la participation pratique et la correction directe. Bien qu'il n'y ait pas de système d'enseignement formel, les normes d'apprentissage étaient claires et appliquées de manière cohérente. Les relations affectives et les fréquentations étaient régies par des normes sociales qui assuraient l'équilibre au sein de la communauté. Dans les petites communautés, les événements de groupe offraient aux jeunes l'occasion de se rencontrer, mais ces interactions étaient supervisées par les familles et les règles culturelles de chaque groupe. La vie de couple était fondée sur des accords pratiques et des responsabilités partagées. Dans les situations de mobilité saisonnière, comme la chasse ou la pêche, les couples devaient s'organiser pour entretenir le ménage, gérer les ressources et prendre soin des membres de la famille à charge. Les décisions importantes au sein de la famille et de la communauté étaient prises par consensus. Les personnes plus âgées ou plus expérimentées avaient généralement plus d'influence, mais il n'y avait pas de figure d'autorité centralisée. En cas de conflit, la médiation était privilégiée à la confrontation et la réparation des liens était considérée comme une priorité. Les liens de parenté influencent également la mobilité et l'accès aux ressources. Les familles échangeaient des biens, partageaient de la nourriture en période d'abondance et collaboraient à des tâches collectives. Ce réseau de parenté agissait comme une forme de sécurité sociale, en particulier dans un environnement géographique et climatique difficile. Les anciens jouaient un rôle central dans le groupe. En plus d'être consultés lors des prises de décision, ils dirigeaient les activités rituelles et guidaient les plus jeunes. Leur expérience accumulée leur a conféré une autorité respectée, car ils ont fourni des connaissances précieuses sur l'environnement et les traditions. En ce qui concerne l'intimité, les normes sociales réglementaient à la fois les relations conjugales et les interactions entre les générations. Les démonstrations publiques d'affection étaient modérées et la discrétion était appréciée comme un signe de respect pour le groupe. Ces normes ont contribué à maintenir la cohésion sociale et à équilibrer la vie privée avec les attentes collectives. Bien que les structures sociales aient montré une capacité d'adaptation, de nombreuses communautés continuent de maintenir des éléments traditionnels, tels que les systèmes de parenté et la résolution des conflits. Malgré les changements imposés par la scolarisation, le contact avec les centres urbains et les politiques de l'État. Chasse et subsistance. Technique à travers le temps. La chasse est une pratique essentielle pour les communautés autochtones d'Alaska, leur permettant de s'adapter à l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Au fil des siècles, ces communautés ont perfectionné des techniques de chasse et de subsistance adaptées aux conditions climatiques, à la faune locale et aux saisons. Ces compétences, transmises de génération en génération, restent aujourd'hui essentielles,
malgré la modernisation. Dans le sud de l'Alaska, les communautés côtières dépendent principalement de la pêche maritime. La chasse aux mammifères marins, tels que les baleines, les phoques et les morses, a toujours été au cœur des activités des peuples tels que les Inupiats, les Yupik et les Aléoutes. Pour accéder aux zones de chasse dans les mers glacées, les chasseurs utilisent des kayaks et des canoës traditionnels, en bois ou en os, et recouverts de peaux de phoque, qui leur permettent de naviguer dans des eaux froides et turbulentes. La chasse à la baleine est l'une des activités les plus importantes. Pendant la saison de chasse, des groupes s'organisent pour s'aventurer dans l'océan à bord de petits bateaux, capturant des baleines et d'autres cétacés. Ce processus nécessite une coopération collective, tous les membres du groupe participant, de la chasse à la distribution des ressources. La viande et la graisse de baleine servent non seulement de nourriture, mais aussi de matériaux pour la fabrication de vêtements, d'outils et d'autres produits essentiels. En plus des mammifères marins, les villes côtières dépendent du saumon, qui migre chaque année à travers les rivières et les lacs de l'État. La pêche au saumon est une pratique traditionnelle en Alaska, accompagnée de rituels et de normes communautaires. Le saumon est capturé à l'aide de filets, de pièges et de harpons. Pendant la saison de pêche, les familles travaillent ensemble pour attraper et conserver de grandes quantités, qui sont ensuite séchées, fumées ou congelées, pour assurer leur disponibilité pendant les mois les plus froids. La chasse au sol est également essentielle pour les communautés vivant dans l'intérieur de l'Alaska. Le caribou et l'orignal, de grands animaux des forêts boréales et des toundras, sont chassés à l'aide de pièges, de filets et de lances. Ces pièges, construits à partir de matériaux naturels tels que des branches et de la corde, sont conçus pour attraper les animaux de manière efficace et respectueuse, sans causer de dommages. La cueillette de plantes complète les pratiques de chasse et de pêche. Les racines comestibles, les baies, les noix et autres plantes nutritives sont récoltées pendant les saisons chaudes et conservées pour l'hiver. Cette récolte est essentielle pour compléter l'alimentation et les communautés stockent souvent de grandes quantités de nourriture dans des greniers souterrains, profitant du sol froid pour conserver les produits en bon état pendant l'hiver. Traditionnellement, la chasse aux animaux terrestres était la responsabilité des hommes, tandis que les femmes étaient responsables de la transformation et de la conservation des aliments. Les femmes séchaient, fumaient et préparaient la viande pour la stocker et fabriquaient également des vêtements à partir de peaux d'animaux. Cependant, dans de nombreuses communautés, les femmes participent également à la chasse, notamment à la pêche et à la cueillette de plantes. Les outils de chasse, fabriqués à partir de matériaux naturels tels que le bois, l'os et la pierre, ont évolué au fil du temps. Les harpons, les lances et les pièges ont été en partie remplacés par des fusils et d'autres armes modernes, mais les techniques traditionnelles restent essentielles. La combinaison de la technologie moderne et des connaissances ancestrales permet une chasse plus efficace tout en respectant les pratiques traditionnelles. Faune d'Alaska, survivant du froid. L'Alaska abrite une faune diversifiée qui a développé des adaptations uniques pour survivre dans des conditions météorologiques extrêmes. Sa vie animale est répartie dans différentes zones écologiques, des forêts boréales froides à la toundra arctique et aux océans gelés. Chaque espèce a perfectionné sa capacité à survivre dans un environnement difficile, ce qui lui permet de prospérer dans un paysage qui, bien que magnifique, est impitoyable. Dans les zones boisées et montagneuses du sud de l'Alaska, les orignaux et les cerfs à queue noire sont communs. Ces grands herbivores s'adaptent au froid grâce à une épaisse fourrure qui les isole des basses températures. Les orignaux en particulier migrent vers des altitudes plus basses pendant l'hiver, où ils trouvent de la nourriture comme l'écorce des arbres. Malgré leur taille, ils sont agiles et se déplacent facilement dans les forêts denses et enneigées. Dans la toundra et les zones côtières, le caribou est l'une des espèces les plus représentatives. Ces animaux entreprennent des migrations saisonnières, parcourant de grandes distances à travers la toundra gelée,
à la recherche de pâturages frais. Leurs longues pattes et leurs larges sabots leur permettent de marcher sur la neige sans s'enfoncer. Pendant l'hiver, leur fourrure s'épaissit et devient grise, ce qui les aide à rester au chaud. Dans les régions les plus septentrionales de l'Alaska, où le pergélisol prédomine, l'ours polaire est l'un des prédateurs les plus emblématiques. Il habite les côtes arctiques où il chasse les phoques et les morses sur la banquise. Sa fourrure épaisse et sa couche de graisse interne le protègent du froid extrême. Bien qu'il s'agisse d'un animal solitaire, il passe une grande partie de sa vie à chercher de la nourriture et un territoire. Leur survie dépend de la banquise, qu'ils utilisent comme plateforme de chasse, mais le changement climatique et la fonte des glaces mettent en danger leur habitat. Sur les côtes et les mers de l'Alaska, en particulier dans la région de l'océan Arctique, une grande variété de mammifères marins habitent les eaux froides. Les phoques et les otaries sont essentiels aux écosystèmes marins, car ils constituent une source de nourriture importante pour les grands prédateurs tels que les orques et les ours polaires. Ces espèces sont adaptées à la vie dans l'eau, avec des corps hydrodynamiques qui leur permettent de se déplacer avec agilité sous l'eau et une fourrure qui maintient leur température corporelle dans les eaux glaciales de l'Arctique. En hiver, ils se reposent sur les banquises le long de la côte. Les baleines, comme les baleines à bosse et les baleines grises, migrent chaque année entre les eaux plus chaudes et les eaux plus froides du nord, où elles se nourrissent de krill et de petits poissons. Cette migration est synchronisée avec l'abondance de nourriture. Les baleines à bosse sont connues pour leur vocalisation complexe, qu'elles utilisent pour communiquer lors de leurs longs voyages. Leur présence est également un indicateur de la santé de l'écosystème marin, car leur succès alimentaire dépend de l'abondance des proies dans l'océan. Dans le ciel de l'Alaska, les pigargues à tête blanche et les faucons pèlerins dominent l'air. Les pigargues à tête blanche, l'oiseau national des États-Unis, sont connus pour leur envergure impressionnante et leur prouesse de pêche dans les rivières et les lacs. Certains aigles migrent vers le sud pour l'hiver, tandis que d'autres restent vers le nord, dépendant des rivières ouvertes pour la pêche. Connus pour leur vitesse, les faucons pèlerins chassent des oiseaux plus petits et sont capables d'atteindre des vitesses dépassant les 300 km/h. La faune aquatique de l'Alaska comprend une variété d'espèces de poissons, le saumon étant l'une des plus importantes. Le cycle de vie du saumon est un voyage migratoire impressionnant. Il naît dans des rivières d'eau douce, se déplace vers l'océan pour grandir, puis retourne à son lieu de naissance pour se reproduire. Au cours de ce processus, le saumon devient une source essentielle de nutriments pour de nombreux animaux, notamment les ours, les oiseaux et les humains. Enfin, les oiseaux migrateurs sont un élément essentiel de la faune de l'Alaska. Chaque printemps et chaque automne, des millions d'oiseaux migrateurs traversent l'Alaska lors de leur voyage entre le nord et le sud. Ces oiseaux sont essentiels à la biodiversité de l'État, pollinisant les plantes, dispersant les graines et servant de source de nourriture à d'autres prédateurs.